Bonjour à tous, c'est Magali Berda, la reine de l'influence. The Queen of Influence comme on dit à Dubaï. Toi, je sens que tu attends quelque chose de moi. Tu veux que je te fasse à manger? Je ne peux pas. J'ai une tendinite au bras. Tu veux que je te donne de l'argent? Je ne peux pas. J'ai une tendinite au bras. Tu veux que je te malaxe le chibrax? Je ne peux pas. J'ai une tendinite au bras. Salut à tous, c'est Mouz. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous présenter des excuses. Et oui, la semaine dernière, j'étais un petit peu fatigué par le travail. J'ai pas sorti de vidéo, je suis vraiment désolé. Mais promis, je me rattrape à partir d'aujourd'hui. Vous avez facilement compris le sujet de cette vidéo, vu l'introduction. Aujourd'hui, on va parler de Magaloche. Magaloche pour les détracteurs ou Magali Berda pour le grand public. Effectivement, dans certaines vidéos, je vous ai présenté des influenceurs pas honnêtes. On va pas se mentir. Dans cette série de vidéos dédiée à Magali Berda, qui se composera de 2 ou 3 épisodes je pense, nous présenterons Magali, son histoire et son passé, et nous arriverons tout doucement aujourd'hui, et on parlera de toutes les histoires qu'il y a autour d'elle. Et vous verrez qu'il y en a. Ce qui serait intéressant, c'est de répondre à cette question, et on le fera à la fin des séries de vidéos. Est-ce que tout ce qui est arrivé dans le milieu de l'influence et de la télé-réalité, là on va parler effectivement des choses négatives. Donc les arnaques, le dropshipping, etc. etc. Est-ce que tout ça, toutes ces affaires, ne sont pas la faute en réalité de Magali Berda? Alors effectivement, même si on ne peut pas tout mettre sur le dos d'une personne, ça serait intéressant de voir si dans sa gestion de sa société et de ses activités, elle n'a pas ouvert la boîte de Pandore à toutes ces arnaques. Car dans le fond, peut-être qu'elle a non seulement ouvert la boîte de Pandore, mais peut-être qu'elle a encouragé certaines arnaques. Bref, on le verra dans les vidéos. En tout cas, si vous aimez donc cette série de vidéos sur Magali Berda et si vous avez hâte de voir la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, je vous laisse un petit moment pour aller chercher à boire, à manger, vous mettre à l'aise devant une vidéo de qualité. Ouais, je sais, je me jette un petit peu des fleurs, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et maintenant que vous êtes à l'aise, prêt à regarder la vidéo, eh ben on y va. Qui est Magali Berda? Quelle est son histoire? Présentation. Je m'appelle Magali Liévois et je suis née à Lyon le 26 novembre 1981. Je grandis à Saint-Tropez avec mes grands-parents. Je me suis mariée avec un garagiste juif, un homme pratiquant et très religieux. Quand il est absent, je peux enfin porter des jupes et des décolletés, me maquiller, sortir avec mes copines, faire de l'antenne, commencer à me montrer sur les réseaux. Je ne veux plus mentir à mon mari et divorce de lui en 2019. En 2021, je me mets en couple avec Stéphane Teboul, qui travaille au sein de mon agence. J'ai 3 filles, Shona, Victoria et Shelly. Ma carrière professionnelle est tumultueuse. J'ai commencé comme vendeuse dans le sud de la France, et je deviens à 30 ans courtière en assurance et mutuelle. Je tente de devenir indépendante mais me retrouve criblée de dettes et je deviens interdit bancaire, après avoir contracté des emprunts et découvert que mon ancien associé était un escroc. Je commence à fréquenter des vedettes de la télé-réalité et je crée en janvier 2017 l'entreprise Shona Events, une agence de marketing d'influence, d'après le prénom de ma fille aînée. En 2019, le chiffre d'affaires de ma société serait de l'ordre de 20 millions d'euros. Selon Vanity Fair, le chiffre d'affaires est estimé à 40 millions d'euros en 2020, et je peux faire gagner jusqu'à 250 000 euros par mois à certains influenceurs. En 2020, je suis au sommet. Mais les choses vont se compliquer par la suite. Présentation de Magali Berda par Magali Berda. Que demander de mieux? Là, je vous ai dit, sur la chaîne, on est vraiment en train de gaper en termes de qualité. Bientôt, Elon Musk en invité dans la chambre, juste à côté. Maintenant qu'on sait qui est Magali Berda, que fait-elle dans la vie? Elle nous a dit qu'elle a créé une société qui s'appelle Shona Events, une agence. On a envie de découvrir quelles sont les activités de cette agence Shona Events. Et qui mieux que Magali pour nous présenter son activité. Cela fait quelques mois que la presse, les réseaux sociaux, l'opinion publique s'attaquent avec beaucoup de virulence aux influenceurs, au marché qu'ils génèrent. Il règne une grande confusion, les a priori se confondent avec la réalité, on condamne sans chercher à comprendre, mensonges, vérités s'entremêlent dans un chaos qui certes fait le buzz, mais ne permet pas d'avancer concrètement. Aujourd'hui, je vais vous apporter la lumière sur ce métier que je connais mieux que n'importe qui, et dans tous ses aspects économiques, juridiques et sociaux, car c'est moi, Magali Berda, qui l'ai lancé en France. Le marketing d'influence. Je vais vous parler de marketing d'influence. Marketing d'influence. Donc ce serait Magali Berda qui aurait lancé le marketing d'influence en France.
On va vérifier. Marketing d'influence, début. Alors, dans l'histoire du marketing d'influence, c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'ouvrir aux recommandations des célébrités. Les premiers véritables influenceurs remontent au début du XXe siècle, dans les années 1920. Ça commence mal, cette histoire. Attends. Peut-être qu'elle s'est mal exprimée. Peut-être qu'elle voulait dire « j'ai lancé le marketing d'influence en France, mais manière 2.0 ». On va lui laisser le bénéfice du doute. Mais c'est vrai que si on s'en tient à la définition stricto sensu, elle a rien lancé en France. Absolument pas. Ou alors, ça voudrait dire que en 1920, le marketing d'influence a été lancé et 100 ans après, c'est arrivé en France. Elle a rien lancé du tout. Je pense. Et pour compléter un petit peu ça, 2009, Chiara Ferragni, du coup, qui ouvre un blog, et c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on connaît en termes de marketing d'influence aujourd'hui, puisque sur le blog, on pouvait analyser les visites, les statistiques, etc. J'ai du mal à imaginer que ce type de concept soit arrivé 10 ans après en France, sachant qu'on avait plein de blogueurs connus à l'époque en France. Donc voilà, Magali, tu t'es peut-être un petit peu emballé en disant que tu as lancé ça en France. N'abuse pas. Marketing d'influence permet à une entreprise de faire la promotion de son produit en s'appuyant sur la notoriété de personnalités qui diffusent le contenu à leur communauté. Le marketing d'influence est une stratégie axée sur l'utilisation d'influenceurs afin d'amplifier le message d'une marque et augmenter son taux d'engagement auprès d'une cible de qualité. En fait, c'était que des petites entreprises qui démarraient comme moi et qui n'avaient pas les moyens d'investir dans de la publicité aujourd'hui, que ce soit en télé ou en magazine. On estime qu'un tiers des internautes suivent au moins un influenceur. Le placement de produits se fait sur des posts ou des stories, à l'aide souvent d'un code promo qui permet de fidéliser le consommateur et de voir concrètement le taux de conversion entre la promotion et la vente. Si je te fais investir par exemple 1500 € dans une publicité sur un magazine, tu ne sais pas combien ça va te rapporter. Mais si je te fais investir 1500 € sur des influenceurs, grâce au code promo, je vais pouvoir te dire exactement combien d'argent tu as gagné. Ok, effectivement, tu peux me dire combien ça a rapporté. Mais c'est pas gage de réussite. Je peux très bien, comme une pub dans un magazine, mettre 1500 € et que ça me rapporte 0. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle te lâche ça comme si forcément ça allait te rapporter de l'argent en tant que marque. C'est pas du tout le cas. Car c'est la première fois qu'une entreprise peut calculer et savoir surtout son retour sur investissement et donc anticiper les risques. Excusez-moi, je me permets, mais il y a un truc qui va pas, ma galoche. Je sais pas comment marche le temps chez toi, mais on est d'accord que la marque fait sa pub, a donc les chiffres. Donc, une fois qu'il y a les chiffres, comment tu veux qu'il anticipe les risques ? Tu vois, l'argent est déjà perdu. Il peut pas anticiper les risques. Mettre 1500 € et à la fin, tu te dis, bon, bah, ça m'a rapporté, je sais pas moi, 500 €. Bah, tu peux plus anticiper les risques. C'est trop tard. T'as perdu 1000 balles. Voilà. Et du coup, les petits entrepreneurs, eux, ils me disaient, mais c'est génial. Ok, je le fais, je préfère faire ça que de faire une pub dans un magazine. Aujourd'hui, le marketing d'influence représente 15 milliards de dollars dans le monde. L'essor du e-commerce s'est accru avec la crise sanitaire. La France est le deuxième marché e-commerce le plus important d'Europe. 81% des internautes français achètent en ligne et les ventes liées au e-commerce atteignent 5 milliards d'euros en France. En cela, le marketing d'influence est particulièrement créateur d'emplois. Alors que la crise sanitaire mettait à l'arrêt total l'économie, Shona Evans a donné l'opportunité à des commerces français de se développer de manière dynamique. Ces données, elles sont ultra intéressantes. Quand on voit les sommes qui sont en jeu, c'est là qu'on comprend le mal de tout ça, de ce métier et du milieu de l'influence, enfin du marketing d'influence à la Shona Evans. En réalité, Shona Evans met en relation des petits entrepreneurs, moyens, gros, mais en réalité, vous oubliez les gros. Les grosses marques, elles savent à qui parler, vous inquiétez pas pour elles. Et donc, des influenceurs. La marque va payer l'influenceur pour parler de son produit, etc., lui donner un code promo, et du coup va espérer que la communauté clique sur le lien, achète le produit donc mis en avant par l'influenceur, et du coup va se faire de l'argent. Intéressant puisque les influenceurs, les candidats de télé-réalité, on le vend très intéressant en plus, puisque en général la communauté de ces influenceurs, etc., sont jeunes, crédules, assez naïfs, donc ça suit très facilement. Le problème, c'est qu'on comprend très rapidement que Shona Evans a créé le terrain parfait pour les arnaques. Pourquoi le terrain est idéal pour les arnaques ? Tout simplement puisque en général, c'est des sociétés très jeunes, voire même qui viennent de se créer, et la plupart proposent du dropshipping. Donc ils vendent des produits qui ne leur appartiennent pas, qu'ils ne fabriquent pas. Ils les achètent par exemple sur Alibaba, AliExpress,
à 1 euro et sur leur site, ils vont le vendre 40 euros. Ils vont faire appel à un candidat de télé-réalité qui a peut-être 1 million d'abonnés, donc l'autre il va dire ouais super, ma nouvelle monte, nanani nanana. Il y a des petits jeunes qui vont l'acheter. Quand ils vont recevoir le produit, si ils reçoivent le produit, ils se rendent compte qu'ils ont acheté une véritable merde. Mais de toute façon, c'est trop tard, il n'y a aucun service après-vente et en général, les entreprises ne durent pas. Et dans le fond, quand il réfléchit, c'est hyper rentable. Tu payes 10 000 euros à un influenceur, tu payes, j'en sais rien, 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est facilement réalisable avec du dropshipping. Soit tu la joues honnête et t'envoies les pièces, bon, les gens reçoivent, c'est de la grosse merde. Soit tu la joues malhonnête et t'envoies rien du tout, ce qui est déjà arrivé. Et on l'a vu avec l'affaire de Dylan Thierry et les faux AirPods. Et là, tu fermes ta société puisque elle est basée à l'étranger. Personne risque rien, t'as gardé l'argent. Voilà. Shona Evans a mis en avant des marques françaises indépendantes de bien-être, culturel, santé, de mode, high-tech, etc. Autant de produits qui auraient tout aussi bien pu être vendus sur des grands sites de e-commerce type Amazon, eBay, mais qui, rendus visibles par des personnalités françaises, ont pu prospérer et peser sur la balance commerciale. On retiendra, Shona, si tu veux bien, les marques françaises, donc mises en avant. On y reviendra. Et surtout, quand tu parles de balance commerciale, excuse-moi, mais je pense que t'as pas compris. Si le site, il est basé à l'étranger, tu pèses sur rien du tout. La balance commerciale, c'est la différence entre les exportations et les importations. Les exportations, c'est donc les produits donc fabriqués en France, qu'on vend en France à l'étranger. Donc ce sont d'autres pays qui payent en France des produits français, ou du moins des produits vendus par des entreprises françaises. Et les importations, c'est donc en France, on paye avec de l'argent de la France des produits qui sont fabriqués à l'étranger, ou du moins qui sont ramenés en France. Donc, pour peser sur la balance commerciale, il faut que tu exportes plus de produits que tu n'en importes. Imaginons que ce sont des marques françaises fabriquées en France, etc. Vu que ce sont des Français qui les achètent, ce sont ni une importation, ni une exportation. Balance commerciale, tu pèses sur rien du tout. Mais vu que la plupart des sociétés que tu as mises en avant sont basées à l'étranger, comme par exemple celle de Dylan Thierry, société basée au Luxembourg, et Dylan Thierry, si je me trompe pas, était un de tes clients, elles sont basées à l'étranger pour le côté légal, juridique, parce qu'une fois qu'elles ont fermé, au moins elles ne risquent rien. Eh bien, vu que ces sociétés basées à l'étranger vendent en France, donc c'est des clients français qui payent avec leur argent, eh bien, on considère donc que c'est de l'importation, et donc tu pèses sur la balance commerciale, mais de manière négative. Tu viens accroître les importations et du coup, le déficit de la balance commerciale. Ça paraît plutôt logique. Si je paye 1 000 euros à une société, j'en sais rien, en Allemagne ou basée en Asie, eh bien la France ne va pas récupérer de TVA, la société ne va pas payer d'impôts en France. En réalité, c'est de la fuite de capitaux. Ça a pas l'air d'être simple d'être chef d'entreprise quand même, hein. C'est un nouveau business, on va pas se mentir, donc ça a été plein d'embûches, plein de difficultés, plein de nouvelles choses. On a appris sur le tas, c'était pas réglementé. En 2018, il y a eu plein de sites qui se sont montés un peu chelous, etc. Donc j'ai mis en place un service juridique. Du coup, parce que voilà, on apprend comme c'est nouveau. Et c'est vrai qu'on a refusé du coup, grâce à ce service juridique, énormément de demandes. Les critères de validation d'une marque sont stricts. Il faut d'abord que l'objet de la vente soit légal. Il faut ensuite que la promotion de l'objet soit légale, selon les critères de la RPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Shona Evans est soumis aussi à des contrôles externes. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui fait partie du ministère de l'Économie et des Finances, veille scrupuleusement aux activités de Shona Evans qui n'a jamais été sanctionnée. Oui, enfin, ceci dit, je roule tous les jours à 180 et pour autant, c'est pas légal ce que je fais. C'est ce que je veux dire? Parce que tu nous parles beaucoup de contrôle, etc. Mais en réalité, il n'y a pas eu tant de contrôle que ça. Bon, on verra dans une deuxième partie, mais doucement. Le 1er juin 2020, j'ai mis en place un service de réclamation sur le site internet afin de me séparer des marques qui n'entraînent pas une pleine satisfaction pour le consommateur. Je me suis dit que Shona Evans devait créer un service aujourd'hui pour vous aider à dialoguer avec les commandes. Et je pense que toutes les agences devraient faire de même. C'est d'être aussi un intermédiaire entre les marques et les consommateurs. Donc Shona Evans a décidé d'embaucher 2 personnes à partir de lundi. La qualité pour moi primordiale car elle garantit un développement durable pour mon entreprise. Ok, ça a l'air très bien en termes d'éthique, etc. Mais il y a quand même un truc qui me chagrine. Là, le service, il a été mis en 2020. Shona Evans, ça a été créé en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2020? Sachant qu'en 2019, le chiffre d'affaires était de 20 millions d'euros,
et en 2020, il était de 40 millions d'euros. Est-ce que, par hasard, on n'aurait pas profité ardemment des petites failles qu'il y avait avant? Est-ce qu'on n'aurait pas fait des millions d'euros sur des pratiques vraiment douteuses? Je pose la question, hein. On vérifiera la prochaine fois. Mais je parsème un petit peu cette vidéo, cette série de vidéos, de petites questions. La manière de promouvoir une marque ou un produit est en pleine mutation. Et dans certains cas, la publicité traditionnelle ne suffit plus. Ces sommes sont infimes comparées à celles dépensées dans les pages publicité à la télévision. Alors que certains influenceurs ont plus d'audience sur leur story que le journal du 20h, mais ils coûtent 80 fois moins cher qu'une publicité sur TF1 et permettent à des petites entreprises de démarrer leur activité et de se faire connaître. Encore une fois, très intéressant. Permettre à des petites entreprises de démarrer leur activité. C'est vrai, est-ce que vous avez déjà vu des influenceurs, genre candidats de télé-réalité, etc., collaborer avec des énormes marques? Souvent, c'est des produits de merde d'entreprises qu'on ne connaît pas. Alors que les grosses entreprises ont largement le budget pour collaborer avec des influenceurs, candidats de télé-réalité, etc. Pourquoi ils ne le font pas? Peut-être qu'il y a un risque en termes d'image et en termes d'argent. Quand on repense à la phrase de Magali Berda tout à l'heure qui nous dit qu'elle a lancé le marketing d'influence en France, en réalité, c'est pas qu'elle l'a lancé, c'est qu'elle l'a bâtardisé, elle l'a voire même tué. Là où avant, des grosses marques collaboraient avec des vraies célébrités, c'est-à-dire que la marque était sûre que la célébrité en question n'ait pas un impact négatif sur l'image de la marque, et que la marque avait quand même une idée assez précise de ce que ça allait lui rapporter financièrement. Là, Magali Berda, dans son marketing d'influence 2.0 Made in Shona Evans, elle a créé un terrain de jeu où n'importe quelle entreprise, peu importe son ancienneté, peut se payer un influenceur. Donc en réalité, n'importe quelle entreprise, avec n'importe quelle idée en tête, peut se payer un influenceur et sa communauté. C'est d'autant bien joué que la plupart des influenceurs ne sont pas des génies, on va pas se mentir, et que leurs communautés sont, comment dire sans être méchant, assez jeunes, assez malléables et assez naïves. Donc là, on a le cocktail explosif parfait. Des entreprises qui viennent de se créer, qui vendent n'importe quoi, des influenceurs qui prennent l'argent sans regarder ce qu'ils vendent, et une communauté qui suit aveuglément leurs influenceurs préférés, parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience et ils sont assez naïfs. N'importe quel mec un peu tordu aura compris que c'est le moyen parfait pour faire de l'argent. Alors les entreprises qui sont rentrées dans le filon, ils ont fait pas mal d'argent, en général grâce au dropshipping, mais soyez sûr que Magali Berda, elle a énormément profité de ça. C'est pas pour rien qu'en 2019, elle fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et en 2020, 40 millions. Et la création du service juridique en 2020, c'est pas anodin. Bah oui, parce que quand des entreprises vendent n'importe quoi, au bout d'un moment, les consommateurs se plaignent. Mais bon, on vérifiera quand même par précaution, même si on lui fait confiance, si Magali n'était pas au courant de certaines arnaques de marques qui étaient dans son agence. On a donc présenté Magali Berda et son activité. C'est quand même beau. Elle est passée de vendeuse à ensuite courtière où c'était complètement la dèche, elle était même interdite bancaire, à millionnaire. L'histoire est magnifique en vrai. D'interdit bancaire à millionnaire, le success story de Magali. Ça le fait, non? Mais avant de terminer la vidéo, il y a quand même quelque chose que vous devez savoir sur Magali. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la présentation, je vous avais dit que Magali a été courtière en assurance et en mutuelle. Malheureusement, sa société est en faillite parce qu'elle a été arnaquée par son associé. Elle se retrouve interdite bancaire et elle est endettée à hauteur d'1 million d'euros. Alors là, dans ces cas-là, il y a plusieurs moyens de remonter la pente. Je vais pas vous donner mon avis, je vais exposer des faits et vous me définirez le type de personne qui fait ça. Pour rembourser ses dettes, Magali Berda a exercé son influence sur un ancien haut fonctionnaire. Si je vous dis ancien haut fonctionnaire, c'est qu'il n'est pas tout jeune, il avait 96 ans. Et sous son influence, Magali Berda a réussi à lui soutirer plus de 220 000 euros en 6 mois. 221 000 euros qui ont été donnés en 17 chèques. Mais fin 2015, la conseillère bancaire donc du vieil homme a donné l'alerte. Dans un premier temps, le tribunal correctionnel de Nice confirme l'état de faiblesse de la victime et condamne Magali à 1 an de prison en 2018. Mais en 2019, la sanction a été durcie puisque en plus de la peine de prison, je vous ai pas dit, c'est avec sursis,
vient s'ajouter une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. En fait, dans l'histoire, elle est accusée de blanchiment puisqu'elle récupérait les chèques, elle faisait circuler l'argent avec ses proches et dans ses sociétés et elle récupérait l'argent en liquide. Alors, vous posez peut-être la question, pourquoi Magali peut gérer sa société aujourd'hui alors qu'elle était interdite de gérer pendant 5 ans? Eh bien tout simplement parce que le jugement est en 2019 et que Shona Evans a été créée en 2017. Donc techniquement elle était déjà gérante. En fait c'est si elle créait une nouvelle société, mais là elle pouvait gérer Shona Evans. Ok, maintenant qu'on connaît l'histoire, comment vous définiriez Magali Berda? Alors, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Honnêtement, ça m'intéresse. Mais on va quand même se dire la vérité. Est-ce que quelqu'un qui a fait preuve d'une telle malhonnêteté peut gérer une société de manière 100% transparente? Est-ce qu'une personne qui a de tels agissements peut faire passer l'éthique avant l'argent? Est-ce que cette personne arrivera à dire stop à une marque qui ne respecte pas les consommateurs alors que dans le même temps, cette marque lui rapporte beaucoup d'argent? Eh bien écoutez, tant de questions qui ont forcément des réponses. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, mais ne vous inquiétez pas, on y répondra dans la prochaine vidéo. On arrive donc à la fin de ce premier épisode de la série sur Magali Berda, qui est plutôt une vidéo découverte, présentation de l'activité, avec un petit tease et une petite direction que vous avez forcément compris sur la malhonnêteté de Magali Berda. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas le like, de vous abonner et la cloche pour pas rater la vidéo de la semaine prochaine. C'était Mousse. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, cœur sur vous, bisous, peace!